à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mieux gérer notre temps pour cette nouvelle année qui arrive. Et nous avons un invité pour l'occasion, Mathieu Desroches. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et bonjour à tous, mes chers chroniqueurs. Vous allez tous bien? Ça va bien. Mathieu, bienvenue sur notre plateau. Alors, tu es, je vais tout énumérer, hein, le mari de Sandra Kwame. Je commence par ça, hein, quand même. Hein. C'est pas rien. Qu'on aime beaucoup, qu'on salue d'ailleurs. Tu es également pasteur de jeunes adultes à l'église Nouvelle Vie ici au Québec. Et tu es également formateur en gestion de temps, c'est comme ça que ça se dit? C'est ça. Donc tu donnes des formations en entreprise, dans des églises aussi. Individuellement, tu fais ça aussi? Oui, la totale. La totale. Sur Internet également, Oui. des ressources, un blog. MathieuDesroches.com, c'est ça? Exactement. Super, donc pour tous ceux qui sont intéressés déjà, ils peuvent aller se renseigner là. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes, on va en parler tout à l'heure parce que tu vas faire une rubrique conseil du coach. Donc on va voir justement comment bien gérer notre temps, tu vas pouvoir rentrer dans le pratico-pratique parce que bon, on va faire un petit constat en début d'émission, on va voir qu'on a besoin d'apprendre à mieux gérer notre temps, que c'est un défi qu'on a, mais tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, Mathieu, tu vas pouvoir nous donner des conseils et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ravies de cette rubrique. En début d'année, on est plein de bonnes intentions et on veut mieux s'organiser. Donc, exactement. Merci d'être là, Mathieu. Au plaisir. Je veux d'abord, mais j'ai même pas pensé à vous souhaiter une excellente année quand même. Oui, mais bonne année à tous. Quand même, j'étais tellement contente d'avoir Mathieu que j'ai oublié. Bonne année à tous, bonne année à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à cette émission et à la chaîne MCI TV. On est ravis de passer tous ces temps, toutes ces journées avec vous. Donc vraiment, vous êtes une merveilleuse année 2020 avec une excellente gestion du temps. Donc Nadine, on va commencer avec toi cette émission. Est-ce que tu es prête? Yes, madame. C'est parti. Donc on commence tout de suite avec la pensée du jour. Comment gérer son temps et pourquoi est-ce important de bien gérer son temps? C'est la question que je vais répondre pendant la pensée du jour aujourd'hui. Le temps est précieux, le temps est important et le temps passe bien trop vite. Quand on est très jeune, on a l'impression que les journées sont très longues entre la fin de l'école et puis le lendemain. Mais quand on est adulte, on s'en rend compte en fait que les journées passent très vite et le temps passe énormément vite. Alors, c'est très important de bien gérer son temps. Et pourquoi est-ce que c'est important? De un, parce que le temps est compté. La Bible nous dit dans le psaume 90 au verset 10, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. » Et vraiment, le psalmiste avait conscience de la valeur des années en disant ça. Et avoir conscience de la valeur des années, ça nous amène à valoriser le temps, mais ça nous amène aussi à révérer Dieu, qui est lui l'auteur de ces années qu'il nous donne. Et Dieu est le créateur du temps. Et quand on dit que le temps est important et pourquoi c'est important de bien le gérer, il faut d'abord reconnaître qui nous a donné ce temps. Et vraiment, j'en profite pour t'appeler à toi. Si jusqu'à aujourd'hui, ta relation avec Dieu, c'est une relation lente ou lointaine, si jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ est vraiment loin de toi, le temps est compté et vraiment, je t'encourage à renouveler cette relation avec Dieu, à rentrer dans une intimité profonde dans cette nouvelle année. Parce que gérer son temps, c'est d'abord reconnaître que ce temps nous a été donné par grâce, par le Seigneur. On ne sait pas combien d'années nous avons. Et la chose la plus importante au-delà de tout, c'est que lorsque le Seigneur va venir nous chercher, qu'on soit prêt à le rencontrer. Et vraiment, je t'encourage à avoir une communion avec le Seigneur. La deuxième raison pourquoi c'est important de bien gérer son temps, c'est parce qu'il faut pouvoir discerner le mandat de la saison dans laquelle on est pour aller à l'essentiel. Dans la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, à partir du verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, etc., etc. Donc, il y a des saisons pour toutes choses. Et comme il y a tellement de choses à faire et que le temps nous presse, gérer son temps, c'est vraiment faire la bonne chose au bon moment, trouver la saison dans laquelle on est pour ne pas s'éparpiller dans 1000 choses, mais vraiment faire la chose qu'il faut faire. La troisième raison pourquoi c'est important de bien gérer son temps, c'est parce qu'au courant de notre vie, nous avons des choses à faire. Nous avons des choses à faire pour Dieu. Mais nos actions ne sont pas souvent le fruit de notre volonté, mais sont la somme de toutes ces petites décisions au quotidien qu'on fait en matière de temps. La décision de se dire, est-ce que je vais me former? Est-ce que je vais aller sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais céder à une distraction? C'est toutes ces petites sommes de temps
de temps perdu qui font en fait nos actions. C'est pas vraiment la volonté de faire. Il y a beaucoup de gens, vous avez vraiment des choses que Dieu vous appelle à faire, mais vous dites que vous n'avez pas le temps, que vous manquez de temps. Et vraiment, je vous invite avec l'aide du Saint-Esprit à regarder dans votre journée, à faire l'addition de tous ces petits moments, tous ces petits temps qui peuvent être regroupés pour vraiment compter pour le Seigneur. La Bible nous dit au psaume 90 au verset 12, un verset que j'aime beaucoup citer parce qu'il est tellement profond. Ça dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. » Amen. Je sais que tu aimes beaucoup ce verset, Nadine. Mais c'est vrai que c'est un verset qui est très, très riche parce que bien compter nos jours, c'est une grande responsabilité qu'on a. Effectivement, on sait qu'on est en vie aujourd'hui. On ne sait pas jusqu'à quand on va être sur cette terre, mais on sait qu'on a une mission à accomplir. On a des choses à faire et les journées ne font qu'en 24 heures. C'est arrivé une fois dans la Bible que le temps s'arrête. Oui. Alléluia. Bon, j'ai déjà souhaité fortement que le temps s'arrête pour finir ce que je devais faire, mais ça n'a pas marché, Aurélie. Ça n'a pas marché. Mais on a vraiment besoin d'apprendre justement à organiser notre temps de la bonne façon pour qu'on ne finisse pas encore une année nouvelle en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon année ? Où est passée cette année ? J'en reviens pas. J'ai l'impression que c'était hier, qu'on était en janvier et on est en décembre. Et qu'on finisse pas cette année en se disant ça, mais qu'au contraire, on puisse se dire « Ok, cette année, j'ai été productif. Cette année, je suis contente. J'ai atteint des objectifs que je m'étais fixés. Je pense que j'ai vraiment porté du fruit pour le royaume. Cette année, j'ai changé. Cette année, je suis devenue un meilleur mari, une meilleure épouse, etc., etc., que vraiment, dans notre gestion du temps, on ait des objectifs qui soient clairs et qui vaillent la peine parce qu'on sait que le temps est court. J'ai un autre verset à te proposer, Nadine. J'aurais pu prendre ça en verset du jour, mais non, on est parti sur autre chose. Ephésiens 5, 16, qui nous dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Effectivement, les jours sont très mauvais dans notre génération actuellement. On a vraiment besoin de racheter le temps et d'aller de l'avant, en fait. Effectivement, mais moi, je peux dire que notre temps, en fait, notre vie, c'est une succession de temps sur la Terre. Et le fait de bien gérer notre temps aujourd'hui, mais c'est ça qui définit ce que sera notre vie demain. Mal gérer son temps aujourd'hui, mais ça implique qu'on fait rentrer peut-être des choses dans notre vie qui ne devraient pas y avoir, en fait. Et gérer son temps, c'est quelque chose de... Quand on parle de temps, on parle de la vie. C'est ça que je veux communiquer dans ce point. C'est pour ça qu'il faut le racheter, en fait. Et c'est tellement important que lorsqu'on perd du temps, on ne réalise pas que toutes les décisions qu'on prend sont basées sur le temps qu'on passe pour faire des choses, en fait. Par exemple, le temps que Ève a passé à parler avec le serpent dans le jardin, ça a eu un impact sur tout le monde entier. Et c'est tellement important, en fait, de savoir que tout ce qu'on fait dans le temps qui nous est donné, ça a un impact sur notre vie demain, mais ça peut aussi avoir un impact sur la vie de toutes les autres personnes. C'est pour ça qu'on doit bien compter nos jours, comme Nadine l'a dit dans sa pensée, et qu'on doit réaliser aussi qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faut racheter le temps, parce que ce qu'on fait aujourd'hui vraiment détermine ce qui sera demain, la façon dont j'ai notre temps aujourd'hui. Et je suis totalement d'accord avec ça. Justement, c'était un point que je voulais partager aussi, mais souvent, en fait, on ne fait pas le lien entre ce qu'on fait aujourd'hui et les résultats qu'on atteint au terme de l'année. Mais en fait, quand on y pense, c'est étroitement lié. Ce que tu fais à chaque jour de ta vie, et même si on pousse plus loin, à chaque heure ou à chaque minute, accumule toutes ces heures-là, toutes ces journées-là au courant d'une année. Et c'est ça qui fait que tu arrives au terme d'une année en ayant la satisfaction d'avoir accompli des grandes choses, réalisé tes rêves, progressé au niveau de ton appel et tout ça. Donc, la gestion du temps est extrêmement importante parce que tout à fait, ce qu'on fait aujourd'hui détermine ce qu'on va être demain. Exactement. Puis on a parfois vraiment cette sensation que le temps nous glisse littéralement entre les doigts. On se lève le matin, on va se recoucher le soir, puis on se dit « Oh, mais j'ai fait quoi de ma journée aujourd'hui? Mais qu'est-ce que j'ai produit? Qu'est-ce que j'ai fait? En quoi j'ai avancé ?» Puis il y a une espèce de frustration qui s'installe, qui fait peur. Et parfois, on a cette sensation, même à la fin d'un mois complet. Mais Nadine, il y a vraiment des bienfaits dans le fait de bien gérer notre temps. Oui, il y a des bienfaits dans une bonne gestion du temps.
Et le premier bienfait, d'abord, une bonne gestion du temps apporte la sagesse pour son foyer. Le psaume 90 a dit « Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nos cœurs parviennent à la sagesse ou afin que nous nous appliquons à la sagesse. » Et vraiment, c'est savoir planifier, j'ai envie de dire, aux gens, savoir planifier des temps de qualité pour sa famille, que ce soit ses enfants, son couple, ses parents. C'est des choses qui vont nous rapporter plus tard. Aurélie a parlé de la gestion de son temps, justement, qui a un impact non seulement sur nous, mais sur les autres. Et vraiment, savoir bien gérer son temps, c'est pas juste pour nous aussi, c'est pour les autres. Et des fois, on manque du temps avec son conjoint, on manque du temps avec son épouse, avec ses enfants. Mais plus tard, on a des problèmes de couple. Plus tard, on a des problèmes des enfants et tout ça, de la communion avec les enfants qui n'est pas là. Mais vraiment, si on avait juste eu la bonne sagesse, comme le psaume nous dit le psaume 90 nous dit, si on avait vraiment eu cette sagesse-là, ben Dieu nous aurait guidés pour savoir gérer ces choses-là et on serait évité des problèmes plus tard, des problèmes de famille en fait. Ah, c'est clair, c'est super important. Ouais. Un autre bienfait que tu as Un autre bienfait que j'ai souligné, c'est que la bonne gestion du temps nous donne aussi la sagesse pour la marche quotidienne. Ce que je veux dire par là, c'est quand on réalise que le temps est précieux et que le temps nous est compté, on ne le perd plus dans des conflits inutiles. On ne le perd plus à être sur Facebook en train de faire des débats sur des commentaires. On ne le perd plus avec des personnes toxiques parce que justement, on se rend compte que maintenant, le temps, il est compté. Et j'aime ces deux proverbes ici. Proverbe 14, verset 17 nous dit « Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. » Donc, ce n'est pas de discuter avec lui, éloigne-toi. Et des fois, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre pour des affaires inutiles. Tu te retires tout simplement. Hein? La Bible dit ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Et ça, c'est vraiment important. Maximiser son temps, c'est aussi dans ces choses-là. Il y a des choses que je ne perds pas mon temps dedans. Je recule, je passe à côté, justement parce que j'ai des meilleures choses à faire. Dieu a des plans pour nous. Et vraiment, si nous maximisons notre journée, pas de façon égoïste pour un avancement personnel, mais parce qu'en fait, si j'arrive à enlever tout le désordre, l'extra dans ma journée, c'est du temps que je donne au Seigneur pour qu'il puisse me remplir, me donner des choses plus importantes qu'il a à faire à travers moi. Et puis, on peut aussi voir qu'une mauvaise gestion du temps peut vraiment amener du trouble dans la vie, comme tu dis, lorsqu'on ne sait pas repartir son temps. Et vraiment, on le voit, Jésus, par exemple, il a très bien géré son temps. Et à un moment, il dit aux disciples qu'il y a des choses qu'il ne peut même pas encore leur dire. Et là, c'est aussi au niveau de parler, hein, comme tu disais, des gens qui vont, par exemple, sur Facebook. Jésus dit à ses disciples, il y a des choses qu'il ne peut pas encore leur dire là, présentement, parce qu'ils ne peuvent pas le porter, parce que ce n'était pas le temps de dire ces choses. Et c'est parce qu'ils auraient été troublés s'ils avaient appris ces choses-là à ce moment-là, en fait. Donc, quand on gère mal le temps, mais il faut réaliser que ça peut troubler notre vie. Nadine parlait de foyer, elle parlait de la façon même de notre avenir, comme on a vu aussi. Gérer mal son temps peut vraiment entraîner des désordres, en fait, qui font qu'on se retrouve là, on se dit, mais pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient? Mais c'est à cause du temps, en fait, qu'on n'a pas pris pour faire certaines choses ou qu'on a pris pour faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Tout à fait. Puis-je rajouter? Oui. Mais la Bible dit... J'aime bien parce qu'il demande la permission. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toute chose. En fait, chaque année, les banques vont faire le bilan. On va nous sortir combien de milliards ont été perdus. Mais en fait, on ne calcule jamais la richesse d'un homme, c'est le temps qu'il a. Et on ne calcule jamais le plus grand vol qu'il y a actuellement, c'est le vol du temps. C'est vrai. C'est quelqu'un qui te vole le temps au téléphone en train de faire de la médisance, alors que ce temps, tu pourrais le passer à faire quelque chose de plus constructif. C'est les réseaux sociaux sur lesquels tu viens de passer 1 heure sans savoir qu'est-ce que tu as fait exactement en 1 heure, mais c'est un temps qui t'a été volé. C'est effrayant. Et tu diras après, j'ai pas le temps de lire la Bible. Mais en fait, tu as été volé. Et si on peut, quand l'apôtre dit de rattraper, racheter le temps, c'est de reprendre d'abord la valeur de notre temps. La deuxième chose que je veux dire, c'est que quand la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans ce temps-là, qui sont plus bonnes dans l'autre temps. Et une des choses qui joue dans l'autre temps, ce sont nos relations. Il y a des relations qui étaient bonnes pour une saison, puis qui sont plus bonnes parce qu'elles vont juste abîmer la prochaine saison. Et ils font partie du temps. Il y a des choses qu'on devait faire. Il y a un temps où tu dois étudier. Et quand tu rates ce temps-là, ben, tu te retrouves avec des retards et que c'est difficile. Et moi, je prie pour les gens qui se rendent compte qu'ils ont un retard dans leur vie, que le Seigneur leur donne la sagesse et des stratégies pour rattraper le temps. Et je finis avec une parole d'espoir en disant que oui, Joseph était en prison,
Mais quand Dieu lui a fait rattraper son temps, aïe, 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 il est passé de la prison directement devant tout le monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je prie que Dieu le fasse pour eux. Amen. Amen. Un dernier bienfait, Oui, un dernier de bienfait. bien gérer son temps nous permet de mieux planifier. Yes. Tu vois, j'ai bien retenu. J'ai bien fait mes devoirs. Oui, vraiment. La discipline, j'ai écrit ainsi, la discipline produit une bonne gestion quotidienne de notre temps qui, à notre tour, nous permet une meilleure planification. Et vraiment, la discipline dans la gestion du temps, la discipline est l'ami de la gestion du temps, qui a son ami, qui est l'ami de la meilleure planification. Vraiment, c'est important de développer une discipline. Et toute cette semaine, on est en train de parler de cette année. Et cette année, développe une discipline. Parce qu'avoir une bonne volonté, c'est bien. Nous l'avons, la bonne volonté. Mais c'est la discipline, en fait, qui fait asseoir toutes ces choses-là. Et c'est vraiment la discipline qui va nous permettre, justement, de planifier et d'aller à l'essentiel. Et vraiment, on doit réaliser les projets de Dieu pour notre vie. Et on va les réaliser comment? Si nous allons devant Dieu et nous lui demandons, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin qu'on applique notre cœur à la sagesse, afin qu'on puisse discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais, la saison dans laquelle je suis, le mandat que tu m'appelles, les distractions, vraiment bannir les distractions, faire le tri dans ce qui nous bouffe du temps, qui nous siphonne vraiment littéralement, qu'on arrive à la fin de la semaine, à la fin de la journée, on ne sait pas quantifier ce qu'on a fait. Et ça, c'est important. Mais ça, cette sagesse-là, elle doit être une sagesse qui est divine, en fait, parce qu'elle est individuelle aussi à chaque personne. On n'est pas en comparaison. Mais vraiment, soi-même, d'aller devant le Seigneur et puis que le Seigneur nous fasse cette révélation. Amen. En effet, il faut la demander à Dieu. Moi, j'ai fait un peu de l'ordre dans mon agenda, dans les choses que je fais. Mais j'ai demandé à Dieu et j'ai vu qu'il y a des choses que je pouvais regrouper, en fait. Au lieu de faire de façon séparée, j'ai vu qu'il y a des choses que je pouvais regrouper, il y a des choses que je pouvais abandonner tout simplement. Et quand tu le fais parce que tu as demandé à Dieu, mais tu le fais de façon légère et puis tu vois que les choses se font bien, en fait. Donc moi, je veux aussi encourager les personnes à dire, il ne faut pas avoir peur de fermer certaines portes quand ce n'est plus la saison. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir d'autres portes quand c'est la saison d'ouvrir ces portes-là, parce que tout ça fait partie de la gestion de notre temps, en fait. C'est vraiment d'aller avec la force que Dieu nous donne, mais de savoir, OK, là, je peux peut-être regrouper cette chose, mais s'il y a des choses à fermer complètement, je veux bien les fermer, et s'il y en a à ouvrir, mais je veux m'ouvrir à ces choses. Bon, maintenant qu'on a vu que, OK, on est tous d'accord, la gestion du temps, c'est important dans une vie. Il y en a qui ont peur même, qui se disent, mais là, ça fait combien de minutes que je vous regarde, est-ce que je perds mon temps? Non, et vous pouvez même faire comme certaines le font, nous regarder en cuisinant, en faisant votre passage, en pliant votre linge ou je ne sais quoi. Donc vous pouvez optimiser et regrouper, comme l'a dit Aurélie. Mais on va passer maintenant à la pratique. Avec toi, Mathieu, on va voir comment justement on peut bien gérer notre temps pour cette nouvelle année dans la rubrique Conseil du coach. Donc Mathieu, on se retrouve pour cette rubrique. Donc on l'a dit en début d'émission, on va voir maintenant dans le pratico-pratique comment gérer son temps. Et je le disais en introduction, tu as un blog. On peut peut-être commencer par présenter ton blog parce qu'il y a plein de conseils que tu vas nous partager ici. Oui, exactement. MathieuDesroches.com, un site web où est-ce que je partage chaque semaine des articles, parfois des vidéos, des formations, vraiment sur le sujet de la gestion du temps. On peut l'afficher à l'écran en régie, comme ça on peut le voir, c'est ça? Donc ça, c'est ton site internet. Exactement. Et donc ce que tu nous partages aujourd'hui, c'est comme un extrait, une petite portion des genres de choses que tu partages. Oui, c'est ça, on va voir en fait dans cette capsule un survol d'un programme de formation que j'enseigne. Évidemment, dans le temps qu'on a, on va essayer d'en voir le plus possible, mais on va regarder certains des principes clés que je partage dans ce programme-là. Génial. Alors Mathieu, quelle est la première étape quand on veut bien gérer son temps? Bien, écoute, il faut réaliser que gérer son temps, en fait, c'est une question qui est assez large, hein, parce que, comme on a dit dans la discussion tout à l'heure, gérer son temps, c'est gérer sa vie. Et notre vie est complexe, notre vie a plusieurs départements, si on veut, donc il y a plusieurs choses à organiser. Et souvent, le défi qu'on rencontre, quand je me fais poser cette question-là, et à travers même les accompagnements que je fais, c'est que la plupart des gens ne savent pas par où commencer. C'est vrai. Et peut-être que vous, à la maison, en ce moment, vous vous dites, 1er janvier, je veux organiser mon temps, je ne sais pas par où commencer. Et on peut lire des conseils à gauche et à droite, du genre, commence par t'acheter un agenda, ou, procure-toi une to-do list, hein, une liste de choses à faire. D'autres, parfois, vont dire, tu devrais commencer à te lever plus tôt, ou non, fixe-toi des objectifs. Et là, on est bombardé de conseils à gauche et à droite, et on est comme,
je sais juste pas quoi faire. Et souvent, on fait rien. C'est ça. Quand on ne sait pas par où commencer, on finit par ne rien faire ou à mal faire les choses. Et c'est des choses qui ne tiennent pas sur le long terme. Alors, moi, ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est vraiment une méthode en 5 étapes, comme tu l'as mentionné, une méthode en 5 étapes pour vraiment mieux gérer son temps pour la nouvelle année. Et selon moi, ces 5 étapes-là, si vous, à la maison, vous les suivez systématiquement, une à la fois, je vous garantis qu'il va y avoir du progrès au niveau de votre gestion du temps cette année. Donc, je prends des notes, Mathieu. Oui, super. Alors, la première étape, pour répondre à ta question, selon moi, pour être en contrôle de son temps, c'est de commencer par définir ses priorités. Vous savez, gérer son temps, c'est avant tout gérer ses priorités. On a 10 000 choses à faire dans la vie. Hein? Il y a tellement de possibilités, tellement d'options, tellement d'activités. Mais il faut constamment se poser la question à savoir, qu'est-ce qui est le meilleur pour ma vie? Et parfois même, c'est d'aller plus loin de faire, tu sais, des fois, on doit choisir entre ce qui est bon et ce qui est meilleur. Oui. Quelle est la meilleure utilisation de mon temps en ce moment? Qu'est-ce qui va porter le plus de fruits? Qu'est-ce qui va m'amener plus loin cette année ou dans mon travail, dans mon entreprise? Alors, la première chose, c'est de se poser et de réfléchir à ses priorités. Et de façon générale, il y a 2 types de priorités que chaque personne a dans la vie et que chaque personne doit définir. Premièrement, il y a ce que j'appelle les priorités de vie. OK? Priorité de vie, qu'est-ce que c'est dans le concret? Bien, je dirais, si on peut se permettre le terme anglophone, c'est le big picture. C'est la vue d'ensemble de notre vie. En d'autres mots, on pourrait aussi associer ça à notre appel, à nos rêves, à notre futur, notre vision, à qu'est-ce qu'on se voit faire d'ici 5 ans, les objectifs de long terme, quel est l'héritage que je veux laisser à la fin de ma vie. Et donc, les priorités de vie, pour moi, c'est comme un peu la boussole de notre vie. C'est ce qui nous enligne et qui vient clarifier un peu qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui fait le plus de sens dans ma vie. Après, le deuxième type de priorité, c'est évidemment les priorités quotidiennes. On est d'accord que si on ne fait que rester à l'étape des priorités de vie, on a ce qu'on pourrait dire la tête dans les nuages, c'est-à-dire que oui, j'ai des grands rêves, des grands projets, une belle vision pour ma vie, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, au quotidien, je ne sais pas quoi faire. Alors, c'est vraiment important aussi de pousser sa réflexion plus loin et de définir quotidiennement quelles sont mes priorités qui vont me permettre de progresser vers mes priorités de vie. Oui. Dans le concret, si moi, dans 5 ans, j'aspire à être, un expert de la gestion du temps, bien, ça veut dire que dans le quotidien, il faut que j'aie des priorités alignées avec ça, si je veux le devenir, si je veux progresser vers ça. Alors, la première étape pour vous qui êtes à la maison, pour reprendre le contrôle de votre temps, prenez un moment à part avant de foncer dans la nouvelle année et réfléchissez à vos priorités. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Quelle est votre vision? Quel est votre appel? Et après ça, bien, quotidiennement, quelles sont vos tâches les plus importantes? Quels sont les projets dans lesquels vous devez vous investir pour progresser vers vos priorités de vie? Et ça, pour moi, c'est comme l'étape de base. C'est un bon début, je trouve. Et j'imagine, juste une petite parenthèse sur les priorités, ça évolue du coup en fonction justement quand même de l'atteinte ou non de ses objectifs, etc. Les priorités, c'est pas quelque chose qui est figé quand même dans le béton, ces priorités-là. Non, exactement. Je crois que selon les saisons de notre vie, les priorités sont appelées à changer. Je pense parfois, par contre, que les priorités de vie, parfois, c'est un peu plus fixe. Par exemple, si toi, tu as un rêve dans ton cœur, ben ton rêve ne change pas à chaque année. C'est rare. Ça devrait pas. Ça devrait pas. Ça devrait pas. Par contre, les priorités quotidiennes sont appelées à changer au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Exactement. Et donc, quelle est l'étape 2, Mathieu? On a vu l'étape 1, on a dit on a 5. On passe à la 2. La deuxième étape, c'est d'entrer dans les choses plus pratiques et c'est de maîtriser les outils de base de gestion du temps. Vous savez, la gestion du temps, évidemment, il y a une partie qui est comportementale, c'est-à-dire des habitudes de vie, des disciplines, des objectifs et tout ça. Mais il y a aussi une partie très terre-à-terre, pratico-pratique. Il y a des outils aussi qui existent aujourd'hui pour nous aider. En fait, des outils qui sont fondamentaux. Et les 2 outils que chaque personne se doit de maîtriser et d'avoir dans son quotidien, c'est évidemment un agenda. J'ai pensé que ça, on ne pouvait pas le manquer. Hein. Exactement. Et son petit frère, la liste de tâches, la to-do list. Et pour moi, les 2 outils sont appelés à fonctionner conjointement. Les 2 ont une fonction spécifique, bien unique à eux. L'agenda, c'est pour tout ce qui est de l'emploi du temps.
L'agenda, ça nous dit un peu qu'est-ce qu'on devrait faire à chaque heure de la journée. Donc, par exemple, mercredi à midi, je devrais être à tel endroit. Jeudi après-midi, je devrais travailler sur mon projet. Donc, l'agenda, c'est vraiment en termes de temps, en termes d'heures et de tout ça. Qu'est-ce que je devrais faire dans différents moments de ma journée? La liste de tâches, c'est plutôt pour la charge de travail. Tu sais, on a tous des centaines de petites tâches à faire, des choses du genre rédiger le compte-rendu de la dernière réunion d'équipe, appeler Michel pour confirmer ma présence, appeler le garagiste pour faire remplacer mes pneus sur la voiture. Appeler à mes chroniqueurs qui ne l'ont pas envoyé leur pensée du jour. Oh, c'est ça. Mais tu sais, ce genre de choses-là, ça s'accumule. Et par expérience, j'ai lu beaucoup d'études de recherche qui ont été faites. Chaque être humain, chaque professionnel a en moyenne 50 à 100 petites tâches à faire dans son quotidien, des tâches qui sont comme en cours. Donc, on prennent de la place dans mentalement, c'est ça. Quand on essaie de les retenir dans notre tête, ce que ça fait, c'est que ça vient nous surcharger. Oui. Et j'avais lu une statistique intéressante qui dit que la mémoire à court terme ne peut retenir seulement que 7 pièces d'information pendant 30 secondes. Ah ouais. Ce qui veut dire que si tu as plus de 7 tâches à faire que tu dois retenir dans ta tête, après ça, tu vas en manquer dans la journée, quoi. Tu vas en oublier. Ouais. Alors, la liste de tâches est l'outil par excellence pour venir comme centraliser toutes ces choses-là. Donc, les dizaines de choses qu'on doit faire, on les écrit dans la liste de tâches. Comme ça, on est certain de ne pas oublier. Et bien, ça aide aussi à prioriser sa charge de travail. Donc, conjointement, l'agenda nous dit, par exemple, lundi après-midi, tu as du temps pour travailler. Et après ça, c'est là aussi que tu consultes ta liste de tâches pour dire, parfait, dans mon bloc de travail de lundi après-midi, quelles sont les tâches que j'aimerais accomplir pour progresser dans mon travail. Excellent. Et essayer de gérer son temps sans ces deux outils-là, c'est comme quelqu'un qui voudrait essayer de gérer son argent sans utiliser de budget ni de calculatrice. ça ne ferait comme pas de sens. C'est des outils de base. Tout à fait. Donc ça, c'est la base et c'est hyper important. Donc les gens doivent se procurer ça. Après s'être procuré ces outils de base, quelle est l'étape suivante? Ensuite de ça, l'étape numéro 3 vient avec, mais pour moi, c'est de planifier et organiser son temps. Parce que si on a des outils et qu'on ne sait pas s'en servir. Exactement. Ben, si tu as un agenda et que tu ne planifies pas, en fait, ça devient peut-être tout simplement un carnet de rendez-vous où est-ce que tu écris tes rendez-vous chez le coiffeur et toutes ces choses-là, mais ça sert à rien. Donc, troisième étape, c'est de planifier et organiser son temps. Et au niveau du planning, c'est extrêmement important parce que pour moi, c'est à cette étape-ci qu'on peut réellement progresser par rapport aux priorités qu'on a définies à l'étape 1. Souvent, une des grandes erreurs que les gens font, c'est soit ils n'ont pas de planning du tout, ou soit leur planning ne reflète pas leurs priorités. Oui. Priorité de vie et priorité quotidienne. Ce qui veut dire qu'ils travaillent comme des fous parfois pendant une semaine sur toutes sortes de tâches, de projets, mais ultimement, ces tâches-là ne sont pas liées aux priorités. Donc, on travaille un peu, oui, on accomplit des choses, mais ce n'est pas un travail significatif qui nous fait progresser. Donc, la troisième étape, qui est l'étape du planning, c'est vraiment important. C'est de se poser, et moi, un exercice d'ailleurs très pratique, vous pouvez le faire à la maison. Prenez un agenda, soit papier ou numérique. Si vous avez un agenda digital, c'est gratuit, vous pouvez faire cet exercice-là. Faites-vous un emploi du temps type. C'est un exercice que moi, j'appelle la semaine idéale. Et justement, alors qu'on est au début de l'année, c'est le moment parfait pour faire ce genre d'exercice-là. Posez-vous pendant 30 minutes et 1 heure et réfléchissez quel devrait être mon planning idéal, mon emploi du temps idéal pour les 3, 4, 5 prochains mois de la nouvelle année. Excellent. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai un emploi du temps typique et ça me sert vraiment de modèle, de référence dans la vie de tous les jours et à chaque semaine, en sachant que, par exemple, mes lundis sont consacrés à tel type de tâches, les mardis, c'est un autre type de tâche, les mercredis, jeudis, ainsi de suite. Et autre chose dans l'aspect de planification, je dirais, c'est la planification hebdomadaire et quotidienne. Je ne commence jamais une semaine sans avoir planifié et je ne commence jamais une journée sans avoir planifié ma journée. Le but de la planification, c'est d'optimiser son exécution. En d'autres mots, de passer à l'action plus rapidement avec le moins de perte de temps possible. Alors, il vaut mieux réfléchir d'avance à ce que tu vas faire. Comme ça, quand vient le moment,
tout ce qui te reste à faire, c'est exécuter ce que tu avais planifié. Mais des fois, on a tellement de choses à faire qu'on va dire, j'ai pas le temps de planifier, je passe tout de suite à l'action. Mais en fait, on perd du temps à ne pas planifier et on se trompe en fait en faisant ça, si je comprends Exactement. bien. Il faut pas voir la planification comme une perte de temps, mais un investissement au niveau de son efficacité personnelle. Quelqu'un qui planifie bien est certainement quelqu'un qui va perdre moins de temps que les autres, va travailler parfois même plus intelligemment parce qu'il a réfléchi à ces choses. Il ne fait pas simplement réagir comme aux circonstances ou aux demandes quotidiennes. Excellent, très très bon conseil. Étape 4, allez, on enchaîne. Donc, oui. J'ai l'impression que ça commence à nous travailler à l'intérieur et on commence à se dire, mince, j'ai du boulot là. C'est ça. Moi, je le vis en tout cas. Donc, encore une fois, c'est une suite logique parce que du moment qu'on a un planning, un emploi du temps, la 4e étape, c'est d'exécuter son planning et éviter les pertes de temps. Et ça, on rit, mais c'est probablement, je dirais, le défi numéro 1 des gens. Il y a un ennemi qui est très connu de chacun, qu'on appelle la procrastination. C'est ça. Et souvent, même si tu as le meilleur planning du monde, si tu as pris le temps de faire ton emploi du temps type, de planifier ta semaine, de planifier tes journées, il arrive souvent que dans le quotidien, on n'arrive pas à faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et ça c'est frustrant. C'est bien beau sur le papier, mais finalement, ça n'arrive jamais, quoi. C'est frustrant, oui, effectivement. Et il faut dire aussi que notre environnement moderne, même l'environnement moderne de travail et tout, ne nous facilite pas la vie. Aujourd'hui, on est hyper connecté en tout temps. Juste le fait d'avoir, par exemple, son téléphone sur soi au travail, c'est fou le nombre, en fait, la source de distraction que ça peut être. Terrible. Donc, je continue avec des exemples. Si je m'étais fixé mon fameux bloc de travail lundi après-midi, donc moi j'arrive, j'ai fait ma planification, je suis prêt à travailler, mais que je me laisse distraire, par exemple, par le téléphone qui sonne, les notifications de réseaux sociaux, les courriels qui entrent, ou des fois, quand on est au travail, dans des bureaux communs, hein, le collègue qui débarque à ton bureau et qui te demande « As-tu 2 minutes? » ou qui vient te raconter son week-end. Ouais. C'est toutes ces choses-là, c'est des distractions et facilement, si on n'est pas vigilant et intentionnel, on peut juste partir à la dérive et finalement, on n'a rien fait de ce qu'on avait planifié. Et ça, c'est très frustrant. Vrai, effectivement. Donc, pour moi, la 4e étape, c'est vraiment de développer certaines habitudes et stratégies pour être capable d'exécuter son planning, de respecter son planning le plus possible et de fuir les pertes de temps. Évidemment, il y a plusieurs stratégies qu'on pourrait parler. Le temps ne nous le permet pas aujourd'hui, mais une des stratégies que vous pourriez faire, c'est déjà de commencer vos journées tout le temps avec les choses les plus importantes. Parce que des distractions, on sait qu'il va y en avoir dans une journée. On ne peut pas les supprimer à 100%. C'est presque impossible. Okay? On peut mieux les gérer, on peut réduire les distractions, mais de là à les éliminer complètement, je ne crois pas que c'est possible. Donc, commencer par les choses importantes. Ouais. Moi, j'aurais tendance à vouloir faire l'inverse, donc c'est intéressant. C'est souvent ce que les gens font. Souvent, on arrive au bureau et on commence... Je fais vite mes petites choses, comme ça, après, j'aurai du temps pour le reste. Exactement. On se dit, je vais répondre aux quelques courriels, retourner des appels que j'ai manqués la veille, faire un suivi avec un collègue qui est près de moi au bureau, et vers 10h, 10h30, là, je vais me poser, je vais me concentrer sur une tâche. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, c'est là qu'il peut y avoir des demandes urgentes, un téléphone qui sonne pour un projet quelconque en retard, un client qui n'est pas satisfait ou autre dans le milieu professionnel. Et finalement, toi qui t'étais dit, à 10h30, je vais enfin pouvoir travailler sur ma tâche, sur mon projet, mais tu te retrouves que tu n'as pas été capable de le faire. Donc, en commençant tes journées avec le plus important, on sait qu'il va y avoir des distractions. Ça fait partie de la vie. Mais au moins, tu pourrais avoir la satisfaction de te dire, j'ai peut-être eu au moins 1 heure pour travailler sur mon projet et disons que la distraction est arrivée à 10h30, j'ai quand même eu 1h30 sur mon projet et j'ai la satisfaction d'avoir avancé sur quelque chose d'important plutôt que l'inverse. Très bon point. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. Une autre chose que moi je conseille, c'est un terme anglophone, il n'y a pas vraiment de traduction française de ça, mais c'est de pratiquer ce qu'on appelle le deep work. En français, ce serait quelque chose comme le travail profond. Et le deep work, en fait, c'est un mode de travail où est-ce qu'on cherche à s'isoler le plus possible des sources de distraction. Évidemment, je sais que dans le contexte du travail,
c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là de s'isoler. Par exemple, si on a un bureau commun avec plein de collègues autour de nous, c'est difficile. Mais il y a quand même des stratégies qu'on peut mettre en œuvre. Ne serait-ce que des fois de s'acheter un casque d'écoute anti-son et qui envoie un message aux autres en disant « Je suis en ce moment dans ma bulle, je suis concentré. » Ça marche bien. Ça marche bien. Des fois, même dans les bureaux, au travail, des fois, les entreprises ont des pièces communes, par exemple une salle de réunion qui est non utilisée. Et des fois, il y a la possibilité de réserver la salle pour 1 heure, pour 2 heures. Et vraiment, tu peux avoir un 2 heures où est-ce que tu es dans une pièce fermée, tu peux te concentrer au maximum. Et bien évidemment, si vous nous regardez et que vous avez le privilège des fois de travailler de la maison, bien là, c'est sûr qu'en travaillant de la maison, c'est beaucoup plus simple parce que les sources de distraction liées à l'environnement autour de nous sont inexistantes. Il faut lutter après avec toutes les distractions technologiques, numériques. Mais ça, je pense que c'est un petit peu plus facile aussi, selon moi, que de devoir composer avec un collègue qui vient tout le temps te prendre de tes nouvelles et tout dans le cadre d'une journée. Ça dépend. Si tu viens de mettre une machine de linge à tourner, que tu as ta machine qui sonne, il faut aller l'éteindre. Bon, oui, mais c'est là qu'on revient aux priorités. Qu'est-ce qui est plus prioritaire? Ma tâche, mon projet qui me fait progresser vers mes priorités de vie ou la machine à laver qui sonne? Est-ce que la machine pourrait attendre peut-être 2 heures? Je sais pas, Mathieu. Tu vois, j'ai des défis personnels. C'est ça. Alors ça, c'est pour la 4e étape. Rapidement, c'est certain qu'on pourrait l'approfondir, mais pour arriver maintenant à la 5e et dernière étape, qui est, selon moi, la 5e et dernière étape pour bien gérer son temps, être en contrôle de son horaire et tout, c'est d'être en mesure de libérer du temps et de réduire sa charge. Ouais. On a effleuré un peu le sujet tout à l'heure dans la discussion que, tu sais, parfois dans la vie, il faut savoir se retirer de certaines choses, filtrer qu'est-ce qui est essentiel, non essentiel et tout ça. Mais c'est vraiment important à cette étape-ci. Parce que si on suit vraiment tout ce que j'ai enseigné jusqu'à maintenant, et que, par exemple, on a des priorités, on maîtrise les outils de base, on a un planning et on est en mesure de respecter notre planning, après ça, ce qu'il faut travailler, c'est de constamment dégager du temps pour soi, constamment évaluer est-ce que en ce moment, je me consacre aux bonnes choses? Est-ce que dans ma vie, est-ce qu'il n'y a pas des choses en ce moment que je pourrais littéralement arrêter parce que c'est peut-être une activité qui a peu de valeur ajoutée en soi? Est-ce que dans le contexte professionnel, il n'y a pas des choses que je pourrais déléguer à un employé, si on a la chance d'avoir des employés, à un autre, à un collègue, même sous-traiter en termes d'affaires? Est-ce que je pourrais sous-traiter ça à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais simplifier dans ma vie, des tâches que je fais qui sont compliquées, je fais les choses, je me prends la tête pour rien, je pourrais peut-être faire beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et je gagnerais du temps de cette manière-là. Et vraiment de constamment être en mode comment je peux trouver plus de temps? Libérer du temps pour ma famille, libérer du temps pour les projets qui me tiennent à cœur, libérer du temps pour mes passions et toutes ces choses-là. Et encore une fois, il y a plusieurs stratégies, mais je vous laisse avec cette dernière stratégie-là. Et c'est un classique et même un cliché, mais apprendre à dire non. Parce que dans notre vie, en fait, notre charge de travail équivaut à la somme des choses auxquelles on a dit oui. Okay? Si quelqu'un se plaint d'être débordé, c'est parce que cette personne-là, à quelque part dans sa vie, a accepté trop de choses. Des fois, c'est involontaire. Hein? On veut bien faire, on veut aider, on veut s'impliquer et tout ça. Mais on a dit oui, 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 oui. Et finalement, ben, tu te retrouves que j'en ai juste trop, je ne respire plus, je travaille 7 jours sur 7, je ne peux plus voir ma famille, j'ai plus de temps de ressourcement pour moi. Alors, la stratégie, c'est d'apprendre à dire non. Ce qui n'est pas lié aux priorités de vie, aux priorités quotidiennes, ce qui n'est pas dans le planning que vous avez défini ou qui ne fait pas partie de votre emploi du temps type, faut être capable de dire non à ça, à ces choses-là. Alors, en gros, les 5 étapes, évidemment, c'est un survol du programme Maîtriser et optimiser son temps dont on vous a présenté au début de l'émission. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, allez jeter un coup d'œil à la formation, ça apparaît à l'écran. Il y a un cours gratuit qui traite de ce sujet-là. Le lien apparaît ici sur l'image et on peut mettre aussi la prochaine diapositive. Et le programme Maîtriser et optimiser son temps est également disponible pour vous avec une offre spéciale avec 30% de rabais pour les auditeurs de l'émission Bonjour chez vous. Utilisez simplement le code promo EMCI TV et moi, je vais pouvoir vous aider vraiment à mettre toutes ces 5 étapes-là de façon concrète, en pratique dans votre vie pour commencer l'année avec une meilleure gestion du temps.
Waouh, merci beaucoup Mathieu, c'est super riche. Je pense qu'on va devoir te faire revenir. Il y a plein de choses que j'ai envie que tu creuses. C'était super. Merci beaucoup. À la maison, je pense que vous avez appris aussi plein de choses. Vous allez pouvoir mettre en pratique. Je vous invite à réécouter l'émission sur amcitv.com. Dans le replay, vous pouvez retrouver la rubrique de Mathieu pour mettre pause par endroit, prendre le temps de vous asseoir et puis bien sûr à aller écouter cet enseignement qu'il nous propose sur sa page internet, sur son site internet pour pouvoir aller plus loin. Un gros merci Mathieu, c'était super, vraiment merci beaucoup. Nous on va se retrouver demain, on continue l'année, hein, ça fait juste commencer. Notre thème sera cette année grandis dans ta communion avec Dieu. Donc on va commencer peut-être un peu à mettre en pratique ce que tu nous as dit parce qu'on va devoir libérer du temps pour passer du temps justement avec le Seigneur, une intimité avec le Seigneur. Nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question avec toi Omer et une rubrique Conseil du coach. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.